Madame, Monsieur, bonjour. Triple D prend sa carte d'étudiant à la NASLA, National School of Local Administration. C'est une école spécialisée dans la formation et le perfectionnement des acteurs de la décentralisation au Cameroun, avec pour finalité l'amélioration de l'efficacité administrative, financière et économique des collectivités territoriales décentralisées. 5 ans après la sortie des fonds baptismaux, quel bilan et perspective? Invité Triple D, le directeur général de la NASLA. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Ayangma. Alors, je vais parler des bilans et perspectives 5 ans après. On va essayer d'évaluer le chemin parcouru, peut-être avec quelques chiffres et statistiques. Je dirais que nous avons fait du chemin. Les chiffres. Pour commencer, je dirais que nous avons jusqu'à là formé à peu près 3000 personnes, personnels de collectivités, élus locaux, personnel administratif confondus. Je dirais que les chiffres aussi, en termes de capacité même de l'école, il y a eu un grand travail, un investissement conséquent de l'État pour le développement des infrastructures d'accueil de l'école. Nous avons hérité des structures de l'ex-CEFAM. La capacité d'accueil est passée en 5 ans d'environ 250 à 2000. Nous avons construit un amphithéâtre d'environ 450 places, un bloc pédagogique de 12 salles, chacune pouvant accueillir une cinquantaine d'élèves, des grandes salles de classe que nous appelons le Major National Dialogue Building. Nous avons aussi construit, surtout le gouvernement, des bureaux pour le personnel de l'école. Tout ça chiffré, je dirais, en termes de milliards d'investissement de l'État. Donc, voilà, grosso modo, pour les chiffres, ce qui peuvent être très rapidement convoqués. Et vous avez un double défi dans cette formation, en quantité, mais aussi en qualité. Oui, en quantité d'abord, parce que les études disponibles font état d'un besoin d'environ 21 000 à 22 000 personnels dont ont besoin les collectivités territoriales pour avoir le seuil minimal pour être performants. Nous nous disons donc que pour très rapidement résorber ces déficits, il faudrait qu'on ait au moins 2 concours chaque année pour former le personnel et résorber très rapidement le déficit. Ça, c'est en termes de quantité. Nous avons jusqu'à là formé déjà environ 3000. Nous sommes actuellement en train de former 500. Le concours vient de passer, il y a 500 autres qui vont entrer. Mais aussi qualité. Qualité, pour nous, c'est le contenu de nos formations. Nous avons développé, dès la mise en place de l'école, des contenus qui répondaient au contexte et à l'évolution de notre processus de décentralisation en termes de paysage législatif et réglementaire, avec les nouveaux transferts de compétences, donc les nouveaux métiers dont ont besoin les collectivités. Tout ça a guidé la mise en place des programmes de formation de la NASLA. Troisième volet de la qualité, c'est la qualité des formateurs. L'option a été celle de privilégier des professionnels qui ont une grande expérience dans le domaine. Donc la plupart des enseignants de la NASLA sont des professionnels qui viennent, parce que la formation dans une école d'une telle nature doit être pratique, doit permettre de transmettre aux apprenants les compétences qui les rendent opérationnels dès leur premier jour dans les collectivités. Alors pratique sans oublier la théorie. Oui, la théorie, elle est importante, les savoirs, mais aussi le savoir-faire. Nous disons toujours chez nous dans notre jargon à la NASLA, le 20-80. Nous pensons que quand vous arrivez à la NASLA, cycle A, vous avez une licence. Cycle B, vous avez un baccalauréat. Vous avez à peu près les savoirs qu'il vous faut à ce niveau. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est le savoir-faire qui vous permet de passer d'un candidat à un travailleur de collectivité. C'est pour ça que nous avons ce jargon du 20-80. C'est des professionnels que nous sélectionnons, que nous amenons à Buea
pour encadrer nos apprenants, qui viennent de tous les différents corps de l'administration et surtout des métiers dont ont besoin les collectivités. Ce qui nous fait penser que la formation que nous dispensons à nos produits est de bonne qualité. La NASLA est née en 2020 dans la foulée du Code général de la décentralisation. 5 années après, quel impact réel au niveau de la vie des collectivités territoriales décentralisées? Nous sommes un partenaire des collectivités. Nous avons une mission d'aide conseil. Nous accompagnons beaucoup de collectivités au quotidien dans des domaines d'expertise où ils peuvent avoir des lacunes. Par exemple, nous avons travaillé avec la commune de Douala 5e sur un nouvel organigramme. Nous sommes avec la commune d'Idenao sur un plan de développement. Nous avons travaillé avec certaines communes sur le plan de gestion des ordures. Avec d'autres, c'est un accompagnement sur le budget programme et l'appropriation de l'outil Simba. Nous disons donc que pour les collectivités qui se tournent vers nous, nous avons un réel impact. Parce que dans nos échanges, nous faisons aussi des suivis post-formation. Le retour que nous avons des collectivités est satisfaisant. Quelle est la cote que ces produits sortis, moulés à la NASLA ont sur le marché de l'emploi dans les collectivités territoriales décentralisées? Est-ce qu'on ouvre facilement les portes ou alors il faut encore chercher, fouiller avant de voir une porte s'ouvrir de temps en temps? Je dirais que c'est un peu les deux. Et ça dépend en grande partie de l'élu local. Nous sommes en interaction avec certains élus, très au fait des besoins et de l'importance de la question des ressources humaines compétentes. Avec cela, nous n'avons pas beaucoup de difficultés à vendre nos produits. Nous avons par exemple des communes comme Ngouloumakon, où nous avons un produit. Nous avons la communauté urbaine de Bafoussam. Nous avons certains qui sont en cours de recrutement à la commune urbaine de Douala. Nous avons Bafoussam Premier aussi, je crois Ndop dans le Ngok et Tunja. Nous en avons plusieurs. Mais il faut aussi avouer que pour un grand nombre d'élus, pour lesquels la question n'est pas encore prioritaire, nous rencontrons des difficultés à les faire comprendre que nous avons sur le marché de l'emploi un personnel bien formé, outillé, capable de les faire atteindre leurs objectifs. Et lorsque vous avez ce retour, est-ce que cela suscite en vous un arrière-goût de gâchis? De gâchis, je ne dirais pas un arrière-goût de gâchis. Je dirais plutôt une grande incompréhension. Voyez-vous, M. Ayama, j'ai du mal à comprendre que le chef de l'État ait créé une école pour répondre aux besoins réels des collectivités. Je vous ai donné tantôt un chiffre de 21 000 en termes de besoins. Et que l'école étant créée, les produits étant disponibles sur le marché, que les mêmes collectivités ne se précipitent pas à recruter ce personnel-là. Surtout que nous apprenons, pour certains, que par d'autres mécanismes plus ou moins transparents, ils continuent de recruter un personnel non outillé. Et donc, disons, pas un goût d'inachevé, mais d'incompréhension. Revenons sur les différentes filières de formation. Ces filières découlent de quoi? Est-ce qu'il y a eu étude du marché, appelons ça comme ça, pour avoir le besoin réel et faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la professionnalisation de l'enseignement? Oui, je dis qu'il y a une étude. Première chose, c'est une étude de la législation et de la réglementation en vigueur. Que ce soit le Code général de la décentralisation ou bien les décrets qui portent transfert de compétences aux collectivités, ils ont balisé un certain nombre de métiers dont ont besoin les collectivités territoriales décentralisées pour être performantes. Même chose pour le décret du président de la République qui organise la profession de policier municipal, par exemple. Donc, la réglementation est un guide. Il y a aussi un arrêté du MINAT à l'époque qui fixait les emplois types des collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est une première approche. En plus de cela, nous avons fait une demande aux collectivités. Dès le départ, nous avons saisi toutes les collectivités, les parts de correspondance, demandant qu'ils nous fassent l'état de leurs besoins en formation.
une partie non négligeable a répondu à ces demandes. Et ça nous a permis d'approfondir notre étude et de faire un échantillonnage. Troisième niveau de collecte d'informations, c'est dans nos interactions quotidiennes. Nous avons des réunions, des rencontres, nous avons des stagiaires qui vont, nous-mêmes, nous allons dans les collectivités, soit dans le cadre de l'appui conseil ou autre type d'interaction. Nous systématisons à chaque passage, nous déposons un formulaire qui permet aux collectivités de nous envoyer leurs demandes en besoin de formation. Et ces demandes-là, nous les exploitons. Et c'est avec ces demandes que nous avons pu concevoir les programmes de formation de la NASLA. Et à défaut même de recruter de nouveaux personnels, il y a la possibilité de perfectionner ceux qui sont déjà sur place. Effectivement, parce que je profite pour dire que pour certaines collectivités, le fait de ne pas recruter les personnels n'est pas de leur volonté. En réalité, voyez-vous, il faut aussi avoir les moyens pour recruter. Et certaines collectivités font face à des tensions de trésorerie. Aussi, certains élus arrivent dans un contexte où le prédécesseur avait procédé au recrutement. Très souvent, des personnes sans compétences ou bien qui n'ont pas les compétences adaptées à ce qu'il faut dans les collectivités. En ce moment, n'ayant pas la possibilité de se séparer d'eux, qu'est-ce qui leur reste? C'est la formation continue. Encore faut-il que ces collectivités systématisent la formation continue pour leur personnel. Et je crois que c'est là qu'il y a un travail à faire. Je crois qu'un maire devrait dire ou fixer à ses collaborateurs comme condition, dans une échéance fixée, d'avoir au moins une session de formation continue qui permet d'améliorer ses compétences et son rendement. Et donc, cette approche aussi me semble intéressante à explorer. Et ça laisse d'ailleurs une impression de navigation à vue dans ces différentes communes ou collectivités territoriales décentralisées parce qu'on ne voit pas un plan de formation des personnels comme ça se passe ailleurs. Cette boussole qui permet de savoir qu'on a besoin de tel profil à tel moment. Je dirais pour certaines collectivités. Par contre, pour d'autres collectivités, voyez-vous, M. Ayama, nous avons aussi la chance d'avoir certains maires qui ont des parcours professionnels très riches. Avant de devenir maire, ils avaient des carrières. Et ils sont donc au fait de ces questions. Et avec eux, il n'est pas très difficile de discuter. Ils comprennent très rapidement le besoin et beaucoup nous saisissent régulièrement pour former leur personnel. Mais j'avoue aussi qu'il y a une part non négligeable, pour ne pas dire une partie très importante des collectivités, dont pour les élus locaux, la question de la qualité de la ressource humaine n'est pas leur préoccupation première. Mais je profite pour dire que c'est à tort. Il y a un lien direct entre un personnel compétent, les performances de la collectivité, l'atteinte des objectifs, la satisfaction des populations et par ricochet, la réélection du maire. Parce que qu'est-ce que le maire veut? C'est d'être réélu. Pour être réélu, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut que ces populations soient satisfaites. Et pour qu'elles soient satisfaites, il faut qu'il puisse leur rendre les services de base dont ils ont besoin. Et qui leur rend ces services? C'est un personnel compétent. En réalité, c'est une boucle. Et c'est ce que je ne cesse de dire aux élus locaux. Alors, monsieur le directeur général, où est-ce qu'on en est avec le rapprochement NASLA-MINFOPRA, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative? On a entendu parler de certaines déficiences et des procédures administratives. Oui, le ministère de la fonction publique a accompagné la NASLA dans l'élaboration de ces manuels de procédures administratives, comptables et budgétaires. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le ministre de la fonction publique et son secrétaire général qui se sont impliqués dans l'aboutissement de ce dossier. Actuellement, la seule expérience en termes de fonction publique que nous avons dans notre pays, c'est le ministère de la fonction publique. Et donc, ce n'est pas extraordinaire que très souvent nous nous retournons vers le ministère de la fonction publique
pour prendre conseil, surtout que nous avons une partie de notre personnel qui est aussi un personnel en détachement. Que ce soit sur la gestion de leur carrière ou sur d'autres questions de fonctionnement des organisations et des administrations. Nous sommes donc un partenaire aussi du ministère de la fonction publique. Surtout qu'on va vers une fonction publique locale aussi. Il faut déjà se mettre dans ce moule. Que nous appelons de tous nos voeux. Et que nous étions très heureux quand dans sa profession de foi, pour la dernière élection présidentielle, le président de la République est revenu sur la question de la fonction publique locale. Ça nous fait penser que c'est aussi une question qui tient à cœur à M. le Président de la République. Alors, la gouvernance locale est assurée par un réseau complexe d'acteurs officiels et non officiels, partenaires privés et publics, société civile, chefs traditionnels. Comment mettre tout ce beau monde ensemble pour qu'au niveau de la formation, on puisse toujours regarder vers la même direction? Je dirais qu'il serait difficile de mettre tout ce monde ensemble. Parce qu'ils répondent très souvent à des objectifs différents. Les besoins d'un maire ne sont pas les mêmes que ceux de son personnel administratif. Ceux du personnel ne sont pas ceux du chef traditionnel. Ceux du chef traditionnel ne sont pas ceux d'une ONG qui est active dans le domaine de la décentralisation et du développement local. Ce que nous faisons, c'est de l'approche par regroupement. Nous voyons les regroupements qui ont des objectifs communs, des besoins communs. Nous avons donc des échanges réguliers avec les collectivités. Nous avons d'excellents rapports avec la commune des villes unies du Cameroun et son président, avec lequel nous échangeons très régulièrement, et son vice-président. Je profite pour dire aussi que toujours dans ces interactions, que ce soit l'échelon local ou l'échelon régional, chacun est représenté au sein du conseil d'administration de la National School of Local Administration. C'est donc aussi un canal qui permet à ce que nos échanges soient constants. Pour les ONG aussi, nous avons beaucoup pour les ONG dans le domaine de la décentralisation avec lesquels nous avons des conventions de partenariat. Nous avons des organismes internationaux. Nous avons une convention avec l'UNICEF par exemple, pour un certain nombre de programmes qui rentrent dans son portefeuille, pour lesquels nos apprenants sont formés et qui font des stages à l'UNICEF et dont certains seront exploités par l'UNICEF dans la mise en œuvre de ces programmes. C'est donc ce type d'interaction et de relations que nous avons avec les différents segments. Les chefs traditionnels aussi. Nous avons beaucoup d'échanges avec les chefs traditionnels. D'ailleurs, nous avons mené récemment un projet de recherche sur le rôle des chefs traditionnels comme vecteur de régulation des crises. L'étude est bouclée. Nous sommes maintenant en train de mettre les moyens sur pied pour vulgariser cette étude. Et je crois que ça sera une étude très importante sur le rôle de la chefferie traditionnelle. Un vaste chantier, vaste programme de la NASLA, avec quels moyens? Quelles sont vos difficultés par rapport à tout cela? Je dirais que comme toute structure, les besoins, c'est les besoins qui sont illimités. Les moyens sont limités, mais parce que aussi, nous connaissons dans quelle conjoncture nous évoluons. C'est d'abord l'occasion pour nous d'apprécier d'abord ce qui a été fait, à tous les niveaux, depuis 5 ans. Monsieur le Président de la République d'abord, qui dès le départ a mis à la disposition de la NASLA 1 milliard de francs CFA pour permettre le démarrage de l'école. Le Premier ministre chef du gouvernement qui a donné les instructions nécessaires pour que les moyens de démarrage aussi puissent permettre à l'école de très rapidement devenir opérationnelle. Le ministre des Finances, qui est responsable de la mise à disposition des fonds, mais aussi à travers le comité technique de réhabilitation. Tous les premiers équipements qui ont permis à la NASLA de démarrer ont été mis à disposition par le comité technique de réhabilitation. Le ministère de l'économie, pour ce qui est des investissements. Et enfin, le FECOM, qui est un principal contributeur au budget de la NASLA. C'est pour dire que les moyens nécessaires ont été mis à disposition par l'État. Mais après 5 ans, l'école est pleinement opérationnelle. Ce qui veut dire que les moyens mis en place pour le démarrage ne sont pas forcément les mêmes qu'il faut quand nous sommes déjà opérationnels. Nous avons déjà sur le campus, en plus du personnel administratif, constamment 600 à 700 apprenants.
Ce qui veut dire que même la pression sur l'infrastructure, il faut réhabiliter constamment, il faut entretenir, il faut aménager, c'est des coûts. Il faut même assurer toutes ces infrastructures que l'État a mis en place pour sécuriser. Il faut des moyens importants. Ce qui veut dire que nous sommes constamment à la recherche des équilibres qui permettent à ce que nous demeurons performants. Mais nous n'en sommes pas seulement aux difficultés financières. Je pense que la plus importante, c'est celle du combat de l'attractivité de l'école. Et cela est directement lié à l'absence d'un mécanisme clair de transfert des apprenants de l'école aux emplois au sein de CTD. Un dispositif qui garantit le recrutement ou bien qui encadre le recrutement. À vous entendre, nous avons toutes les raisons d'être optimistes quant à l'avenir de la gouvernance territoriale au Cameroun avec l'apport de la NASLA. Je dirais que moi, de ma position de directeur général de la NASLA, je ne peux qu'être optimiste. Parce que je connais la qualité des produits qui sortent de la NASLA. Je suis confiant de l'impact qu'ils auront. Et je suis aussi certain que tôt ou tard, la question de recrutement sera résolue. Et quand elle le sera, nous aurons sur le terrain un personnel formé, outillé, prêt à être opérationnel au sein de CTD. J'avoue que parfois nous avons des moments difficiles, d'incompréhension, mais ça passe très rapidement. Je pense qu'on est tellement occupé à s'assurer que le personnel nécessaire soit disponible au moment venu, qu'on n'a pas le temps de céder au découragement. Et on sort par là, monsieur le directeur général, on vous donne l'occasion de prêcher aux non-convaincus, aux non-convertis et même aux indécis par rapport à ce que vous faites à la NASLA pour que les choses avancent normalement. Je commencerai par les collectivités elles-mêmes pour leur dire, comme je l'ai dit tantôt, qu'il est dans leur intérêt d'avoir un personnel outillé, compétent, formé. Le rôle des collectivités ne va que s'accroître dans notre dispositif. Et tôt ou tard arrivera une sorte de compétition entre collectivités. Et ça sera entre celles qui auront un personnel capable d'être performant et d'atteindre des objectifs et celles qui seront incapables. À un moment, il faudrait attirer des ressources. Il faudrait capter des ressources pour être performant. Et en ce moment, le personnel devient important. Donc, c'est un appel que je lance aux élus locaux. Chacun peut chaque année recruter au moins un seul produit de la NASLA. Nous avons 360 ou quelque chose de commun. C'est déjà un début. Maintenant, aux jeunes eux-mêmes, ceux qui ont pour ambition de trouver un emploi au sein de collectivités, je leur dirais, n'attendez pas qu'il y ait cette garantie de recrutement pour avoir la formation nécessaire. Parce que le jour où la question sera résolue, n'est pas le jour où ils commenceraient la formation. L'avantage serait à ceux qui ont déjà été formés et qui sont sur le marché de l'emploi et qui attendent. C'est donc aussi un appel à ceux-là de continuer à venir à la NASLA pour se faire former. Maintenant, aux autorités qui nous ont accompagnés jusqu'à là de façon si satisfaisante, je dirais qu'il y a un dernier effort à faire. Un ultime effort. Celui de la question de l'encadrement des modalités de recrutement par les collectivités territoriales décentralisées. Je suis convaincu qu'une fois cette question résolue, la décentralisation, surtout pour ce qui est de la question des ressources humaines et des performances des collectivités, va faire un grand bond en avant. Merci, monsieur le directeur général. Merci, monsieur Ayam. Merci de vous identifier triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.